Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, cette édition littérature qui sera consacrée, comme la vignette l'indiquait, au roman Mace Windu de Glass Abyss. Ici Francis en direct de Québec. Et une fois n'est pas coutume, on retrouve notre bibliothécaire érudite de Star Wars. Ok, ça fait plus référence Ça n'a pas Jessica changé. Stano. Non. Ça va bien, Juliane? Oui, bonjour à tous, ça va bien, merci. Et vous aurez reconnu notre Jean de Noël de Vancouver. Ça va bien, Il Jean? est de retour, lui aussi. Eh oui, Faut très toujours content qu'il de y ait une vous. tuque, hein, et pourtant, il fait pas très froid à Vancouver en général, mais Jean a toujours une tuque sur la tête. Ouais, j'aime pas ma coupe de cheveux. Très heureux de retrouver Juliane parmi nous. Ça faisait C'est longtemps. gentil, oui, merci. Donc, avant d'aller plus loin, on va souligner notre partenaire littérature. Comme à notre habitude, Star Wars Littérature Québec, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe, venir discuter de littérature Star Wars, que ce soit BD, romans, évidemment, mais les encyclopédies aussi et tout le stock légende qu'on a tendance justement à plus trop aborder à Star Wars en direct parce qu'évidemment, on a le nez rivé sur l'actualité. Donc voilà, rejoignez le groupe si ce n'est déjà fait. Un petit WhatsApp rapide de les dames d'abord, Jean, Juliane. Oh. Oh, c'est gentil. Donc, ben oui, mis à part la lecture du roman, bien sûr, je suis dans Skeleton Crew, bien sûr. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va advenir. J'ai bien aimé les 2 premiers épisodes, vraiment différents. Non, c'est une belle découverte. Donc, pour l'instant, je m'en tiens qu'à ça. Tout à fait d'accord. De ton côté, Jean? Ouais, pareil, hormis ça, Skeleton Crew, et le rattrapage comics comme d'habitude, là j'ai enfin fini donc tous les mini audiobooks qui étaient sortis par surprise un petit peu, c'était une surprise chez Audible exclusivement fin septembre si je me rappelle bien. Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, Audible donc a sorti c'est plein de petits, une quinzaine d'audiobooks, mais très très courts, c'est moins de 10 minutes. MD10 hein, pour ceux qui ont la référence Taxi. Oh oui, je l'ai réécouté justement récemment. Aïe. Ah ouais? Ah, t'as la coïncidence de fou, quoi. Alors, ça va être très rapide, voilà. Donc, on a donc les résumés des épisodes 1. Là. Alors, pour ceux qui auront la vidéo, donc on affiche les covers de ce qui est affiché sur Audible. Donc, les résumés des épisodes 1 à 6. Donc, bizarrement, ça s'arrête à 6. Ensuite, nous avons, voilà, ce qui est plus intéressant, c'est les bouquins qui s'appellent donc Luke et le Lost Jedi Temple. On a le Leia et le Great Island Escape et le Han et la Rebel Rescue. Et ça, c'est super intéressant parce que ce sont 3 versions résumées, pareil, en 5-7 minutes, des 3 bouquins en jeunesse qui étaient sortis au tout début du rachat en 2015. Tu te rappelles, Francis, qui s'appelait, il y avait The Weapon of the Jedi, Smuggler One pour Han Solo, et Leia, c'était, je n'ai plus en tête. C'était Cible mouvante en français, Moving Target. Moving Target, voilà. Mais en fait, ces 3-là, ma grande surprise, parce que c'est en introduction, ils te disent que c'est voilà, basé sur ces 3 bouquins, et c'est un résumé très rapide de ces 3 bouquins-là, donc belle surprise. Ensuite, on a 3 petits audiobooks inédits, donc la Trouble on Tatooine, ce qui raconte un peu les aventures des droïdes début de l'épisode 4, donc ça, c'est pas vraiment intéressant, je trouve. Il y a Finneray Escape, qui est l'intro de l'épisode 7, en gros, donc là, pareil, c'est vraiment pas trop intéressant. Un poil plus intéressant, il y a le Leia, le leader name Leia, et là, en fait, ça te décrit toute l'histoire de Leia de l'épisode 4 à l'épisode 8, donc qui te résume l'histoire un petit peu, donc ça, c'est très sympa. Et pour finir, on a les 3, donc alors ça, c'est les 3 livres jeunesse de la Haute République, si tu te rappelles bien, écrits par Cavan Scott et George Mann. C'était des livres illustrés pour les tout petits, qui mettaient Bourriaga en avant et qui résumaient, en gros, dans un livre papier, les aventures de Bourriaga pendant les 3 premiers bouquins de la Haute République. Donc c'était la lumière des Jedi, l'orage gronde et la chute de l'étoile. Ouais. Et donc là, en version audio, donc ils lisent le bouquin, c'est un bouquin de 15 pages, avec énormément d'illustrations et très peu de texte, donc ça va très vite encore une fois. Donc voilà, donc Audible a mis ça à disposition bizarrement, sans promo, sans rien. Sans publicité, écoute, Voilà. on ne comprend toujours pas non plus à qui ça s'adresse. À qui, pour les plus jeunes. Mais plutôt dans quel contexte, ou tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'est un peu comme une histoire à lire avant d'aller se coucher le soir aux enfants? J'ai du mal. J'ai du mal. Tu sais, que tu vas mettre un enregistrement au lieu de raconter une histoire à ton enfant pour l'endormir, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Y a-t-il une trame sonore dans l'histoire? Y a-t-il une trame? Oui, c'est une trame sonore. C'est comme on a généralement dans les audiobooks Star Wars. Il y a la trame sonore, il y a la musique. Ouais, c'est bizarre. Mais ça dure 5-7 minutes. C'est vraiment bizarre. Voilà.
De mon côté, rien de nouveau, un petit peu de rattrapage comics. Puis bon, Skeleton Crew aussi, j'ajouterais sur ce que tu as dit par rapport à ce que je disais lors de notre dernière émission, Jean, que ma fille a bien aimé, ma fille de 2 ans et demi. Donc, c'est une émission de ce côté-là. Évidemment, il y a des petits côtés, pour un enfant de 2 ans, là, les squelettes, là. Oui. Spoilers. Elle a pas eu peur. Il y a des petits côtés que j'appréhendais sa réaction, tu sais, je la surveillais là, pendant qu'on l'écoutait. Mais c'est ça. Globalement, moi, jusqu'à maintenant, très agréablement satisfait. Évidemment, on le répète, mais tu sais, c'est une série pour les plus jeunes quand même. C'est pas le même style que, je sais pas, Andorre. Oh, du tout, non. Pas le même public cible, pas le même genre d'histoire. Dans la nostalgie, beaucoup. Les adultes vont l'aimer pour le côté nostalgique énormément. Là. Pareil, à 7 ans, elle a adoré tous les passages spooky, justement, dans le vaisseau en mode squelette. Cool. Ça, elle a adoré. C'est ses passages préférés. Ouais, ben là, vu qu'on est près de l'Halloween, effectivement, moi aussi, je pense que ce qui a aidé à passer tout ça, c'est que là, elle a été bien brainwashée de la période d'Halloween. Les squelettes, les fantômes, les araignées, les chauves-souris. Fait que là, tout ça est devenu quelque chose d'amusant et non pas quelque chose d'effrayant. OK. Ben, excellent. Écoute, si je te demandais, Jean, il y avait quoi pour les auditeurs récemment? Oui, alors récemment, aujourd'hui même est sortie au moment où on enregistre cette émission, est sortie l'émission Littérature, La Haute République phase 3, volume 1. Donc, dernière critique en date de cet album sorti chez Panini. Ensuite, nous avons un excellent épisode musique, comme tous les épisodes musique d'ailleurs, sur le documentaire La carrière de John Williams. Music by John Williams. Ça, je lis le podcast sur le Apple Podcast. La description est différente. Donc, c'est Music by John Williams, c'est le nom du documentaire. Et donc, c'est Odd et Fred. Alors, Fred, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, ça faisait longtemps, qui nous revient pour parler de ce documentaire, donc disponible sur Disney+. Et nous avons donc en date l'épisode 3 de Skeleton Crew, qu'on a débriefé. Donc voilà. Donc, pareil, encore une fois, lors de l'enregistrement, en ce moment même, on ne l'a toujours pas vu. Mais, ouais, non, on enregistre la veille dans le fond de la publication. Exactement. Ben, excellent. Sur ça, je vous propose qu'on passe en hyperespace. Good. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc comme je disais en intro, on est là pour parler du roman de Mace Windu de Glace Abyss. J'ai tendance à dire juste Glace Abyss. Moi aussi. Mais c'est Mace Windu de Glace Abyss. Est-ce que on va demander à Juliane peut-être de nous faire la lecture du synopsis? Oui, soyez patient, il est quand même assez long celui-ci. Ouais, quand même. Ouais. Tu nous as montré la version physique, là? Tu l'as ramené, Bien sûr, oui, je vais vous la remontrer, oui. Excellent. Donc, on part avec ça. Le maître Jedi Mace Windu se rend sur une planète dangereuse et isolée pour une mission qui défie même ses prouesses mortelles dans le but de répondre à la dernière volonté de Qui-Gon. On parle bien sûr de Qui-Gon Jinn. Les Jedi sont sous le choc de la mort soudaine de Qui-Gon et des mains d'un Sith. Les sentiments du maître Jedi Mace Windu à l'égard de Qui-Gon ont toujours été compliqués et la mort n'a rien simplifié. Même s'ils étaient souvent en désaccord, Mace appréciait le point de vue unique de Qui-Gon et leur dévouement commun à la Force faisait d'eux des alliés. Sans Qui-Gon et ses opinions peu orthodoxes, Mace se sent déséquilibré. Tout en réfléchissant sur l'héritage de son ami disparu, Mace est surpris de recevoir un dernier message de Qui-Gon destiné à lui être remis en cas de sa disparition. Le message contient une ultime requête, un appel pour aider Métagos, planète de la bordure extérieure. De nombreuses années plus tôt, une violente éruption solaire a transformé la surface de la planète désertique en un paysage de verre irradié, aussi beau que dangereux. Aujourd'hui, la plupart des habitants qui ont survécu vivent sous terre, où des clans rivaux s'affrontent pour contrôler les ressources limitées de la planète. Alors qu'il n'était qu'un jeune Jedi, Qui-Gon a protégé le clan agricole Sade des factions les moins scrupuleuses de la planète. Les Sade pratiquent l'art du tissage des rêves, gardant leur esprit éveillé pendant le sommeil afin de communiquer et de coexister avec les créatures sauvages qui les entourent.
Qui-Gon avait autrefois juré de revenir s'ils avaient à nouveau besoin de son aide, mais il incombe désormais à Mace de tenir cette promesse. Le chef des SAD, Kin-Shan Nightbird, a en effet demandé l'aide des Jedi pour libérer Métagos des seigneurs du crime qui menacent d'éradiquer le mode de vie de son peuple. Afin d'honorer les dernières volontés de Qui-Gon, Mace se rend à Métagos et infiltre les ennemis des SAD. Mais alors que le maître Jedi enquête sur un réseau complexe d'adversaires et d'alliés, Mace va se retrouver poussé jusqu'aux limites du code Jedi, remettant en question ses croyances et sa relation avec la Force elle-même. C'en était tout un, celui-là. Oui, effectivement. Écoute, mais peut-être un synopsis compliqué pour un roman compliqué. Écoute, on verra. Et voilà. Avant de critiquer, justement, peut-être aborder les specs, comme j'aime dire. Donc, c'est un roman de Stephen Barnes. Je vais remettre Juliane en plein écran. Là, elle nous montre la version physique. Magnifique, il faut avouer que la couverture. Oui. Très, très jolie. Petit effet du symbole Jedi d'un côté avec l'épée et de l'autre côté avec la toge, si on peut dire. Même la quatrième de couverture, il est beau aussi. Oui, à l'arrière, super beau. Dans le fond, bon, évidemment, comme c'est un roman adulte, c'est chez Del Rey, ce qu'on appelait Del Rey, donc Random House World. Chronologie, on est en moins 32, fait qu'on est vraiment au lendemain de la menace fantôme. On est tout de suite après la menace fantôme. Au côté audiobook, 11h38, 416 pages pour la version physique. En canadien, en ce moment, il est, je pense qu'il est 40$, mais là, je pense que c'est ça, il est en liquidation. En gros, c'est à 30$ en ce moment. Ça veut 30$ canadiens, le Stax. Oui. Pour l'instant. Rappelons pour mes amis français qu'ici, on paye des taxes par-dessus le prix et on paye la TPS au Québec, pas la TVQ, sur les livres. Ah oui, c'est effectivement ça. Tu fais bien de me reprendre. Même si, d'ailleurs, là, en tout cas, on rentrera pas dans la politique canadienne, mais là, quand on en paye la TPS, là, il y a comme un congé de TPS pour Noël, là, puis je pense que là-dessus, théoriquement, il ne devrait pas avoir de taxes. Non, bref, sorti en français il n'y a pas si longtemps, pardon, en anglais, il n'y a pas si longtemps. Pour ce qui est de la sortie en français, on n'a pas encore de date, mais le planning 2025 n'est pas encore total du côté de chez Pocket, fait qu'on peut supposer qu'on va l'avoir. J'ai contacté Lucie justement pour connaître le titre du bouquin, et elle a dit qu'il n'est pas encore prévu pour 2025. Pas de traduction prévue pour 2025, et donc pas encore de titre. Donc, OK, il basculerait peut-être sur 2026. C'est sûr que Pocket priorise les romans de la Haute République pour essayer de rester proche quand même. Là, donc, probablement que c'est ça. Celui-là va être basculé. Entre nous, on va se dire, vu la qualité de ce bouquin-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le traduire? Ah ben là, écoute, ça, on lance pas tout de suite le débat. Là. Ben justement, on va y aller avec nos critiques sans spoilers pour rappeler aux auditeurs. Inquiétez-vous pas, on va vous faire un clair avertissement quand on va partir en partie spoilers. Donc, vous pouvez rester. Pour l'instant, on va donner notre appréciation générale, une petite note rapide. Et c'est ça. Plus tard en émission, on abordera justement plus en détail. En plus, Jeanne nous a sans doute préparé un résumé de cette histoire complexe, je le redis. Dont il a le secret. Exact. Vous le verrez, il n'est pas très très long comparé au résumé d'habitude parce que ça se résume relativement vite, je trouve. Oui, moi aussi, je me faisais la réflexion, effectivement, que le roman, puis c'est pas le plus long, comme je disais tantôt, 416 pages, 11h38, on en a connu, on a déjà eu un roman de Crown qui faisait 23 heures ou 24 heures. Donc, c'est ça. Et tu voulais pas parler de l'édition spéciale, peut-être, du livre? Oui, pendant le synopsis de Juliane, j'ai montré à l'écran quelques éditions spéciales. Là, du côté du Royaume-Uni, il y a celle de Goldsboro Book avec comment on dit, Juliane, le côté, la tranche violette. C'est quasiment rendu une tradition. Sur beaucoup des romans adultes, souvent, on a cette option-là. On a. Faut quand même le faire venir là, de l'autre bout du monde. Sinon, c'était à la New York Comic Con, je crois, qu'il y avait une édition spéciale là, assez originale quand même, côté graphique. Là, moi, je trouve ça vraiment beau. Qui venait aussi d'ailleurs avec une pin. En tout cas, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir. Je peux montrer un peu plus. Là, on voit aussi l'arrière. Et la surprise, si on peut dire, c'est qu'à l'intérieur de la jaquette, il y a même une affiche qui s'y cache. Donc, désolé pour la qualité de l'image ici. Mais bref, il faut avouer que
Là, je trouve qu'ils ont mis... c'est ça, là, ils donnent envie, là, pour mon petit côté collectionneur, là, ils donnent envie quand même de donner plus d'argent pour avoir une version comme ça. Là. Et pour info, l'édition particulière, spéciale, on va dire, l'artiste qui a fait la cover, c'est Simon Goinard, et sur celle de gauche, là, que tu montres à l'écran, et c'est l'artiste qui a fait les covers de la trilogie Darkbane. Du Legends, donc ils sont une trilogie de bouquins très connue et appréciée des fans. C'est d'excellents romans et les covers sont excellentes et c'est le même artiste. Par contre, celui qui a fait l'édition régulière là, c'est un artiste qui s'appelle comment il s'appelle Olivier Barrette. Et Olivier Barrette, lui, il est très connu aussi. Moi, je vous conseille d'aller voir son Instagram. Je crois où il a un portfolio sur Internet. Il a fait plein d'illustrations de jeux vidéo et d'autres romans que vous connaissez. Moi, il a fait surtout celle de Jurassic Park Classic Games Collection. C'est une compilation des vieux jeux Mega Drive et Super NES et Game Boy qui est sorti l'an dernier. Et il y avait une cover particulière avec un T-Rex et des dinosaures en ciel rouge derrière et tout. Et c'est lui aussi qui a fait la cover de ce jeu-là. Donc c'est rigolo. C'est très réussi. Tu sais, des fois, j'aime dire justement que ça me donne pas envie de l'acheter. Voici ceux-là, ça donne envie de l'acheter. Je trouve que tu vois ça. Là, après, reste à voir si le contenu va être même style que le contenu. Point commun avec les comics Mace Windu, on en a eu deux, un en 2017 et un en 2024, et les deux ont des covers magnifiques, mais un contenu de merde. Donc on verra ce soir. Oh! Okay. Ouais, là, tu as spoilé un peu l'émission qu'on n'a pas encore fait sur le deuxième. Pardon. Mais est-ce que le roman suivra la tradition avec une super cover et un contenu moyen? On va voir. Justement, on va laisser la chance à Juliane, qui s'est même revêtue de la couleur traditionnelle. Écoute, moi, quand même. J'ai fait un effort de style aujourd'hui. Là. Ouais. Donc, sans spoiler, en faisant attention, Juliane, comment tu as apprécié ta lecture? Oui, quand même, si je peux commencer, on s'est souvent rencontrés en parlant de la Haute République, que je disais, il n'y a pas assez de dialogue, il y a trop de dialogue, il y a trop d'action, pas assez de description. Là, on est tout à fait dans mon style de livre, là. Moi, mis à part les romans de Star Wars, je lis beaucoup de la littérature policière scandinave, qui est reconnue, justement, pour beaucoup de descriptions, beaucoup de personnages, on met en place des atmosphères, vraiment. Là, je l'ai retrouvé vraiment dans ce livre-là, donc j'ai beaucoup apprécié quand même. Là, c'est le premier roman de cet auteur-là que je lis, là, Stephen Barnes. Vraiment, il décrit très bien les lieux, les émotions, les personnages. On voyait la couverture. Moi, je le visualisais très bien, là, Mace Windu, peu importe si c'est en Jedi, en undercover. Vraiment, ça, j'ai rien à redire. J'ai beaucoup aimé le surnom qu'on lui a donné dans le livre. C'est un beau clin d'œil à des rôles que peut-être Samuel Jackson a eu dans le passé dans des films. Je dis, oh mon Dieu, ça fit tellement avec le gars. Je trouve... Moi, je trouvais... moi, je trouvais, OK, c'est intéressant. Justement, de voir qu'on approfondit son histoire à lui. Moi, j'ai pas lu de comics, rien. Là. Moi, de ce que je connais, c'est les films, un peu dans les romans, par-ci, par-là, mais vraiment qu'on aille aussi loin. Ça a été une belle surprise. Oui, je savais qu'on allait vraiment voir son histoire là-dedans, mais qu'on aille même plus loin, c'est intéressant. Puis c'est sûr, Jean, qu'il y a un passage que tu as aimé dans le livre. J'ai pensé à toi, je dis, s'il n'a pas aimé le livre, ça, il va aimer ça. On va le dire plus tard dans la partie spoiler. Il va tellement être content de ce passage-là. La découverte d'une nouvelle planète, moi, je suis moins connaissante que vous. Je crois que ça n'a jamais été parlé, cette planète-là. Elle est inédite. Ouais. Non, vraiment intéressant, vraiment comme planète. Encore une fois, je parle de la description. Super bien apportée. On voit vraiment les différents lieux, les différentes classes. On voit les différents personnages. Puis, il y en a de toutes les sortes. Donc, vraiment, vous allez être servis. Humains, humanoïdes, droïdes, name it. Sont toutes là. Bébites, même. sont toutes là. Bébites en français, c'est pas ce que vous pensez, les bébites. Non, des bébites, des insectes. Exact. Merci de me reprendre. Merci, effectivement. Des bébites, ici, c'est des... C'est ça. Des insectes. Oui, le rôle des Jedi dans le livre, oui, c'est sûr, il y a le lien avec Qui-Gon. Ils ont un rôle secondaire, donc intéressant de le retrouver. J'ai trouvé intéressant Qui-Gon, on le voit peu, mais je trouve
qui a été capable de cerner vraiment le personnage avec son sens de l'humour jusqu'à la fin. Rien à redire là-dessus. Puis le côté négatif que je peux voir, ben c'est ça. C'est le début est lent, est lent, est lent. La première moitié du livre, c'est comme, OK, on met en place des choses, mais c'est ça. Faut aboutir à un moment donné. Mais vraiment, il fait attention, il met bien les choses en place pour vraiment que la deuxième partie se déroule rondement, rapidement avec l'intrigue. Parlant de l'intrigue, ordinaire, là, on s'entend. Moi, je pense qu'on l'a déjà vu à plusieurs fois dans des émissions, dans d'autres romans, dans des comics, bref. Mais c'est un bon prétexte pour développer le personnage. Donc, en gros, j'ai aimé ma lecture de ce roman-là. Ah, ben, Excellent de ton côté, Jean. Alors, déjà, on va revenir sur Steven Barnes vite fait. Parce que quand on avait entendu que les news comme quoi J.J. Miller et Steven Barnes, qui sont deux grands noms, de grands auteurs de Star Wars, qui n'avaient rien fait depuis, c'était 10 ans pour J.J. Miller et 20 ans pour Steven Barnes, qui revenaient dans le canon, on était tous très très excités, comme quand Timothy Zahn est revenu dans le canon pour reprendre Throne. Et déjà, moi, J.J. Miller, donc c'était une première petite déception parce que The Living Force, c'était très sympathique, mais c'était rien comparé à ces chefs-d'œuvre qu'il a fait par le passé, dont, je sais pas, il y avait Kenobi, Knight Errant, les comics KOTOR et tout ça, même A New Dawn, que j'avais adoré. Là, tu vois, The Living Force, c'était un peu de ça. Et du coup, pour Barnes, j'ai check ce qu'il a fait il y a 20 ans, et en fait, il a fait que 2 romans il y a 20 ans, tu vois, il est moins prolifique que Miller. Et il avait fait The Hive, en 2004. Alors déjà, des histoires de ruches, on va dire. Il aime bien les insectes, Barnes. Ouais. Et The Cestus Deception, alors c'est 2 histoires sur Obi-Wan Kenobi durant la guerre des clones, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. Mais en tout cas, voilà, il a fait que ça, entre guillemets, quoi. Donc c'est pour ça que là, moi, j'ai vu son retour comme quelque chose d'énorme, mais en fait, oui, c'est un écrivain de one-shot qui a peut-être fait un chef-d'œuvre, j'en sais rien, encore une fois, The Cestus Deception, dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de le lire, du coup, il m'a beaucoup intrigué suite à cette lecture-là. Et voilà, donc Barnes, voilà, il n'était pas si prolifique que ça dans Star Wars. Alors déjà, le gros point positif, pour l'audiobook seulement, évidemment, désolé pour ceux qui lisent en papier, mais c'est le nouveau narrateur qui s'appelle William Demerit, qui est un acteur, un voice actor et aussi un dialect coach, qu'ils appellent ça. Et vous allez voir, ça a son importance, parce qu'il avait déjà narré le génial roman, je ne sais pas ce que tu en avais pensé, je crois que tu as bien aimé aussi, Francis, le roman de Adam Christopher, Shadow of the Thief, tu sais, qui racontait l'enfance de Audrey. Ouais, avec Lando et Luke, là. Voilà, avec Lando et Luke. Et justement, Demerit, c'est un Afro-Américain, et justement, ça colle parfaitement à la voix de Lando pour ce roman-là. Et là, de Mace, tu vois. Qui sont joués par 2 acteurs donc ultra charismatiques, donc Sam Jackson et donc c'était Billy Dee Williams pour l'autre roman, quoi. C'était là, je sais, Donald Glover, tu vois, il faisait un peu les 2 voix. Et justement, je trouve que William Demerit, il a fait un taf de malade. Je sais pas ce que tu en as pensé, tu as lu l'audiobook aussi, Francis, mais j'avais Sam Jackson dans les oreilles. C'était impressionnant. Non, c'était très bon. Cool. Pour ça, comme tu disais, Juliane, là, c'était mieux, si tu veux mon avis, c'était mieux que, par exemple, la voix dans The Clone Wars, par exemple. Parce qu'évidemment, on a eu Mace Windu beaucoup là, dans The Clone Wars. C'est vrai qu'il était très souvent dans The Clone Wars, mais j'avoue que je me rappelle plus du doubleur. Mais ouais, là c'était vraiment. Alors, le fait qu'il soit dialect coach doit aider énormément parce que c'était vraiment limite à la perfection, quoi. J'avais l'impression que c'était Samuel L. Jackson qui lisait le bouquin et qui lisait les dialogues parce que quand il narre juste en mode narrateur, quand c'est pas Samuel Jackson qui parle, mais il a une voix complètement différente et ça colle parfaitement. Donc très très gros point fort de l'audiobook, la voix. Ensuite, on a les musiques qui sont évidemment très très bien. On a le thème de la force là durant les. Bon, on va spoiler le fait que Qui-Gon Jinn meurt en début de bouquin. Donc on a le thème de la force pendant ce passage-là durant les funérailles, très très émouvant. On entend même les crépitements de flammes pendant que son corps est brûlé. Là. Les effets sonores sont parfaits. On a même on le dira pourquoi juste après Across the Stars à 2-3 reprises, donc ça c'est pas mal. Et on a quelques musiques inédites aussi. En fait, le seul point négatif de l'audiobook, encore une fois, je sais pas si tu as noté ça aussi, Francis, t'as beaucoup de voix d'aliens, donc, et il y a des voix d'aliens qui sont tellement modifiées, je sais pas, par programme, par informatique, j'en sais rien, que parfois elles sont un peu incompréhensibles. J'ai des trucs, t'as 2-3 personnages. Oui, ou je dirais qu'on en vient à se mélanger, à savoir si est-ce qu'on est face à un droïde ou à un insecte. OK. Tellement que là, et bref, on entrera dans les détails plus tard. C'est un détail. Après, concernant le livre en lui-même, alors moi je suis plutôt embêté parce que je l'ai lu 2 fois.
Et la première lecture, j'ai vraiment pas aimé le bouquin, mais et plein d'aspects du livre que je comprenais vraiment pas. Du niveau de l'intrigue, des personnages et tout, et les personnages que je trouvais inintéressants possible, à commencer par Mace, tu vois, l'aventure qui vivait, je suis complètement sorti du bouquin après la première lecture, donc c'était un gros non, mais voilà, comme quoi, la deuxième, je sais pas, j'étais plus dans le mood, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième lecture. Alors, pas de beaucoup non plus, hein, j'ai pas trouvé, je passe pas d'un bouquin nul à un chef-d'œuvre non plus, mais disons que le deuxième ride a été plus digeste, on va dire. Okay. Donc, j'ai quand même beaucoup plus aimé. J'ai aimé la structure du livre. Que je trouve déjà titré, on voit pas souvent ça dans les bouquins Star Wars, mais titrer les chapitres avec des titres de chapitres. C'est vrai. C'est tout con, mais c'était plutôt rare. Tu vois, moi je trouve ça vachement mieux que les indicateurs temporels ou de lieux là qui sont vraiment chiants parfois. Là, c'est sûr, on était tout le temps sur la même planète. Voilà. C'est sûr. Mais il aurait pu mettre les différents espaces. Quelques flashbacks. Ouais. Les différents niveaux, peut-être. Voilà. Et comme beaucoup d'autres, j'ai noté là, comme beaucoup d'autres œuvres littérature qui arrivent à m'intéresser sur des persos qui ne m'intéressent pas de prime abord. Hein, là, je pense à Yoda, le comics Yoda, tu vois, c'est pas un perso que j'aime plus que ça, et le comics c'est excellent. Même Throne, pour la trilogie, pas Ascendancy, mais l'autre, genre Throne, Alliances and Treason, qui m'ont fait beaucoup aimer le personnage, alors que je l'aime pas à la base. Ou même la période de The Clone Wars avec Brotherhood, là, tu vois, qui est un excellent roman, qui m'a fait aimer la période et tout. Mais là, c'est pareil, Mace, moi je trouve que c'est un personnage très, très antipathique dans la prélogie. Alors oui, il est badass, il botte des culs dans l'épisode 2, tout ce que tu veux. Puis Sam Jackson est ultra charismatique, il joue le rôle à la perfection. Mais là, pour moi, ça a toujours été un antagoniste vis-à-vis d'Anakin. Hein. À chaque fois, il est détestable dès qu'il lui parle. Je trouve que c'est un gros connard, quoi. Bref. Anakin, c'est le méchant, c'est ça que t'as pas compris. Non, lui, il l'avait compris avant tout le monde. Ouais, mais justement, le traiter comme il traite, est-ce que ça n'a pas non plus joué dans c'est ça. C'est toute la faute à Mace Windu. En partie peut-être. Hein. En tout cas, on pourra en débattre, mais voilà, pas ce soir. Mais voilà, dans ce roman, voilà, j'ai découvert que Mace Windu a un cœur sous sa carapace de glace. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que l'on dit ou pas? Est-ce que c'est un spoiler de dire qu'il y a un genre de romance qui va se développer? Mais là, depuis tantôt, vous faites des allusions. Là, fait qu'au pire, arrête-toi à ça, puis on en fait pas. Exact. Ok, donc voilà, il y a une romance qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait plus apprécier ce personnage-là. Voilà, donc ça c'est peut-être le gros point positif du bouquin avec le narrateur, c'était ça, quoi. Il y a une romance que j'ai beaucoup aimé. Juliane, t'as visé juste. J'ai adoré. J'ai encore 2 points qui m'ont beaucoup plu dans ce bouquin. Le cadre, tu l'as dit, Juliane, où se déroule l'aventure, la planète, donc la glace abyss, là, que je trouve magnifique, très bien décrite par Barnes, et il est très fort pour les descriptions. Elles sont nombreuses, les descriptions, mais je ne les ai pas trouvées trop lourdes. C'est pas du Seigneur des Anneaux non plus, tu vois. J'ai bien aimé la population là, qui vit sur la planète, très intéressante, la société insectoïdale, là, on va dire, avec une ressource précieuse là, qui m'a fait... Alors voilà, j'ai des parallèles avec Dune. J'ai adoré. Je suis un gros fan de Dune, mais vraiment à un point vraiment. Il y a un côté inspiration ou ouais. Moi, je pense que Barnes s'est grandement inspiré de Dune. La planète fait penser à Arrakis. L'épice a un équivalent dans ce bouquin-là. J'ai même vu la vidéo de Star Wars Explain, qui pour une fois, ne dit ne pas avoir aimé The Glass Abyss, ce qui est très rare parce que c'est Alex qui est Oui, c'est vrai, effectivement, qu'il a tendance à beaucoup apprécier ses lectures. Toujours. Alors, je vais pas me plaindre parce que je fais la même chose ici, quoi. Mais je trouve que, voilà, comme il reçoit les bouquins gratuitement, je me dis, il y a peut-être... voilà. Oui, il y a les entrevues avec les auteurs. Voilà. Mais il n'y a rien eu, fait rien. Mais si, justement, il s'est introduit avec l'auteur, il y a eu des émissions sur le bouquin et tout, et il a été honnête, donc il a pas aimé le bouquin. Donc, j'étais agréablement surpris par son avis. Et il a aussi beaucoup mentionné Dune de Frank Herbert. Et j'étais plutôt d'accord avec lui parce que, donc, la planète, on l'a dit, la surface est désertique comme, parce qu'on a dit c'était l'intérieur qui est de cristal, la surface est désertique, donc comme avec des tempêtes de sable comme dans Dune. J'ai dit le parallèle avec l'épice. Il y a une intrigue avec des conflits entre différentes maisons, on va dire. Donc, tu as Tulok d'un côté, tu as Sibyl de l'autre, c'est deux factions, c'est un peu les Harkonnen et les Atreides, j'ai trouvé. On a les Sad, tu l'as mentionné dans le résumé, qui sont un peu les locaux et qui sont au milieu de ce conflit. Ça me fait penser aux Fremen. T'as quoi? T'as tout, voilà, les monstres tentaculaires qu'on voit à la fin, c'est des monstres qui font penser au ver des sables, qui ont une connexion avec les locaux, avec les Fremen, / les Sad. J'ai adoré, tout ça, j'ai adoré, je trouve ça, c'est quand même pas mal et tout. Et il m'a fait aussi penser à du Throne Ascendancy,
avec cette civilisation totalement inédite, qui sort un peu de toutes ces histoires un peu traditionnelles Star Warsiennes. C'est vraiment très original, je trouve. Voilà. Enfin, après, je sais pas si voilà, avec t'as la politique locale, les structures, les us et coutumes locales et tout. Ça me fait penser vite fait c'est quoi la race de Throne, là, justement. J'ai un trou. Des Chiss, voilà. Des Chiss, et même parfois dans la lourdeur d'écriture, j'ai trouvé qu'ils se rapprochaient de Zan, et sa lourdeur dans les Ascendancy, qui sont de très bons romans, hein, attention, mais Zan a une écriture extrêmement lourde, et tu l'avais dit quand tu l'as relu en français, c'est quand même mieux de le relire en français, parce qu'en anglais, c'était une épreuve de lire ces bouquins. Et là, c'était quand même une épreuve à certains passages aussi, hein, de lire de Stephen Barnes, quoi. C'est quand même assez lourd comme écriture. C'est pas comme le George Mann qu'on a critiqué dernièrement, qui était vraiment là, un page turner et qui allait un blockbuster. C'est fluide. Plus. Voilà, là c'est beaucoup plus lourd, mais bon, c'est un style qui plaît. Hein, t'as vu, regarde, Julian a beaucoup aimé. Et dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est comme c'est un bouquin qui se déroule entre l'épisode 1 et 2, tous les liens à la prélogie. Donc Qui-Gon, tu l'as dit, Qui-Gon, un personnage qu'on adore tous. J'ai l'impression que tout le monde adore ce personnage, alors qu'il a très très peu de temps d'écran techniquement, ou d'œuvres consacrées. Donc tous ces passages sont excellents. Les passages avec Anakin sont sympas, avec Yoda sont sympas. C'est court, mais c'est Obi-Wan au début. Obi-Wan au début, voilà. Les liens que lie ce bouquin entre Qui-Gon et Mace sont... alors, moi, je n'avais pas l'impression dans l'épisode 1 qu'ils avaient vraiment des liens, vu que il n'y a pas vraiment de temps d'écran entre Qui-Gon et Mace. Là, j'ai l'impression qu'ils canonisent une espèce de relation, nickel, que j'aime beaucoup. Des liens professionnels, qu'on pourrait dire, peut-être. Des collègues de travail, plus que des amis, disons. Tu as pensé que ça allait plus loin que ça, justement. J'ai trouvé ça limite un peu too much qu'ils aient une amitié aussi profonde. On avait déjà des éléments de ça dans c'est-tu Master and Apprentice, Maître et Apprenti, là, de Qui-Gon et Obi-Wan. J'ai l'impression qu'on, au début, quand ils sont sur Coruscant, j'ai l'impression qu'on avait déjà je sais plus si c'est dans celui-là, mais bref. Peut-être, ouais. C'est pas la première fois qu'on entend qu'ils ont une amitié plus que des simples collègues. Là, ok. Bon, en tout cas, ça c'était plutôt bien développé, et voilà, donc ça c'est pas mal. Et voilà, et donc en négatif, par contre, voilà, alors vite fait, l'écriture lourde de Barnes, c'est fait. Voilà, l'aventure en soi, tu l'as dit encore une fois, Juliane, l'aventure en elle-même, elle m'a grandement ennuyé, en fait. Les enjeux, ils sont totalement random, c'est très classique, en fait. Ça pourrait très bien fit dans un épisode de The Clone Wars, justement, où Mace se rend sur une planète, va botter le cul des méchants et sauver les gentils habitants. Exact. C'est un peu classique, quoi. Le méchant, d'ailleurs, le tyran, là, qui veut conquérir la planète, là encore, j'ai trouvé ces enjeux vraiment basiques, quoi. Voilà, il veut conquérir la planète. Voilà. Alors, physiquement, il est original, on va dire. On en parlera plus tard. Mais tu vois, encore une fois, George Mann, il reprend ce même stéréotype de méchant dans son dernier roman Tears of the Kingdom, là, les larmes des sans nom, Tears of the Nameless, pardon, les larmes des sans nom, là, le young adulte de la Haute République. C'est un peu le même genre de méchant, mais l'écriture de Mann le fait rendre ultra charismatique et ultra culte. Moi, j'ai adoré ce méchant, alors que j'ai détesté ce méchant de Barnes, alors que techniquement, c'est un peu les mêmes, quoi. Donc, bon, bref, c'est un détail, voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi sur le perso de Mace. Donc voilà, on apprend plus sur son passé, donc ça c'est intéressant. Mais ce qui me gonfle en fait, ça sert à quoi de développer ce personnage-là qu'on connaît de l'épisode 1. Donc pour moi, c'est un connard dans l'épisode 1. Il reste un connard dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, jusqu'à la fin. Et, voilà. Et je crois que je peux pas me faire des amis avec lui. Ouais, effectivement. Et même dans la série, donc la série The Clone Wars, je trouve qu'il est pas très agréable comme personnage. Enfin, on a discuté avec, je crois que c'était Loïc en privé il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il est assez détestable comme personnage. Il joue comme ça, enfin c'est très bien, voilà. Mais là, c'est un roman qui me fait apprécier. Donc en plus de la romance et tout ce qu'il vit avec son passé, machin, ça m'a fait apprécier ce personnage. Et je me dis, c'est cool, il a évolué, et dans la suite, il sera différent de ce qu'il était dans l'épisode 1, mais non, en fait. Vu que l'épisode 2 existe, l'épisode 3 existe, il va pas bouger, quoi. Enfin, on n'avait pas pensé à ce bouquin avant, du coup, c'est compliqué. C'est une bonne évolution du personnage, mais vu que il évolue pas après, il revient à son caractère de l'épisode 1, quoi. Donc, je sais pas si il va peut-être arriver d'autres choses, que ça en vient, on sait pas, là, une suite à ça, là.
Voilà. Et du coup, ça me fait arriver à ma conclusion à mon avis, là, désolé de la longueur, en mode grosse fanfiction, là, tu vois. Alors déjà, le titre Glace Abyss, moi, ça m'a fait penser, tu pensais donc au pseudo de Mace qui faisait référence à peut-être des rôles cinéma. Moi, Glace Abyss, ça m'a fait penser évidemment à son rôle de Mister Glass dans Incassable et Glace, justement. Mais bon, ça, c'est une coïncidence, voilà, mais je trouve ça rigolo comme coïncidence. Mais surtout, c'est comme un titre comme Glace Abyss. Moi, j'aurais adoré qu'en fait, on nous canonise le fait que Mace est en fait vivant suite à sa confrontation contre l'Empereur dans l'épisode 3. Mais oui! Je sais pas. Oui, parce que c'est ça, il est projeté par la fenêtre. Oui. Voilà. D'ailleurs, il meurt dans les abysses. projeté, voilà, exactement, d'une fenêtre, donc par la fenêtre, dans les abysses de Coruscant. Donc Glace Abyss aurait été parfait. Et attends. Le livre nous aurait raconté comment il a survécu donc à la chute, à l'ordre 66. Et justement, il serait rendu sur cette planète insectoïde-là, où il aurait pu avoir cette aventure-là. Cette aventure romantique, as well, ça aurait été trop bien, qu'il puisse trouver l'amour, être changé à jamais, tu vois, sa personnalité aurait changé comme il change à la fin du bouquin, sans qu'il y ait de conflit avec la suite, pour revenir quelques années dans une série Disney+, Mace Windu, avec Samuel L. Jackson vieux dans le rôle de Mace Windu vieux, donc ça aurait été génial. Franchement, Disney, ils se sont tirés une balle à pas vouloir faire ça. Et beaucoup comme moi pensent que ça serait pas déconnant de le voir encore vivant suite à l'épisode 3. Je sais pas ce que vous en pensez de cette fanfic là. Je pense que Sam Jackson aurait été OK. Sur effectivement les théories folles de Jean. Oh, oui. Mais tu sais, effectivement, si j'étais l'Empire et que j'ai pas retrouvé le cadavre sur Coruscant de Mace Windu, une des places où aller chercher, ça serait sûrement sur cette planète-là. Et voilà. Écoute, moi, je vais enchaîner. Je vais essayer de faire plus court. De toute façon, de ne pas répéter ce que vous avez dit. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'étais assez ambivalent. J'étais quand même emballé par le début. Je ne saurais pas dire combien de chapitres, mais tout le début, le côté incognito, il est recruté par le syndicat du crime local, tout ça. Jusque-là, je trouvais ça intéressant. Mais effectivement, comme tu disais, Juliane, là, on tombe après ça dans l'installation de la société locale, des personnages locaux, des races, puis c'est ça, comme vous l'avez dit, beaucoup de descriptions. Fait que je pense que déjà, j'avais pas le bon format, dans le sens que je crois que je vais mieux l'apprécier quand je vais le lire physique. Parce qu'à l'audio, pour ceux qui n'ont pas du tout cette habitude-là des audiobooks, moindrement vous avez un doute, commencez à revenir en arrière, retomber pile sur le moment que vous recherchiez, etc. T'sais, un roman, au pire, tu regardes la page d'avant, OK, je tue avec un alien, avec un insecte, OK, c'est qui dans ce personnage-là, OK? Alors que c'est ça, à l'audio, ça file. Ça file. Fait que là, quand quelque chose est mal compris, puis on est ici dans comme tu disais, c'est pas que l'intrigue est complexe, c'est plus le contexte, le portrait, le paysage dans lequel ça prend place qui est complexe un peu. Positif, je dirais les originalités. Beaucoup d'originalité dans les races aliens. Côté décor, dans du Star Wars, j'ai pas souvenir qu'on avait quelque chose du genre. À l'inverse, par contre, côté décor ou contexte, comme tu disais, Juliane, c'est la même planète tout le long. En plus, on est dans des grottes, on est dans des tunnels de la même planète tout le long. Donc, Star Wars, on était quand même habitué à se promener dans l'univers. Puis c'est ça, les descriptions, tout ça. Donc, moins d'action, moins, je sais pas, là. Surtout en audiobook, j'ai trouvé que c'était vraiment pas le bon format pour ça. C'est ça, pas assez d'action, mais bon, tu l'as mentionné un peu vers la fin, là, par contre, ça vire. Ça fait que c'est ça. Les événements, on va dire, politiques ou militaires de la fin, là, évidemment, ça a regagné mon intérêt, mais tu sais, quand on dit la fin, c'est... Je saurais plus dire en nombre de chapitres non plus, là, mais sur 11 heures, c'est peut-être la dernière heure ou la dernière heure et demie, là, où est-ce que là, tout déboule, là, comme dans un film de Guy Ritchie, là, où est-ce qu'il a installé tout pendant longtemps, puis là, tout à coup, bang. Mais puis c'est drôle que ça, moi, mon écoute a donné en même temps que les événements en ce moment en Syrie, donc c'était dur de pas... Okay. Parce qu'on a beaucoup de points ressemblants avec la situation de ces jours-ci en Syrie, mais c'est ça, je ne veux pas entrer trop dans les spoils, là, mais c'est ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de positifs, mais j'ai pas embarqué comme dans un roman Star Wars habituel.
j'avais pas pensé, mais la comparaison avec Dune est bonne. Ben, tu sais, évidemment, moi, je suis un gros fan du Dune originel, mais je pense que c'est parce que c'est pas la même chose que je recherche dans du Star Wars que quand que je lis Dune ou je relis Dune. Je sais pas, tu sais, Dune, je veux dire, t'as même le lexique à la fin, là, sans arrêt, tu es sur des mots que tu vas voir à la fin, OK, ça veut dire quoi ce mot-là, là, contrairement à étranger. On n'est pas là-dedans. Dans Star Wars, c'est censé être du space opéra, ça va vite, et puis bon, fait que bref. Il aurait peut-être dû faire ambivalent. Ça sera pas mon favori, ça sera pas mon pire. Mais c'est ça, j'avais peut-être des attentes, je sais pas, mes attentes n'étaient pas si élevées, mais on dirait que le début m'a fait amplifier mes attentes. J'étais vraiment ça cool, j'aimais beaucoup Mace Windu à ce moment-là, la personnalisation, le contexte là, que c'est Qui-Gon, c'est pas du spoil, là, ça c'était décrit dans le synopsis, mais la planète, quand même assez originale, tout ça, OK, mission d'infiltration, bon, il y avait un petit côté Obi-Wan dans The Clone Wars, hein? Obi-Wan avait fait ça, infiltrer là, des chasseurs de primes, mais bon, là, c'était plus le syndicat du crime. Le méchant, moi aussi, je vais mentionner, j'ai pas embarqué, j'ai pas réussi à me le figurer. Oui, physiquement, comment ça se marche en fait. Ouais, tu sais, mettons, comme Loïc dit, des fois, je vois pas ça à l'écran. Là. Effectivement, j'essaie de me figurer dans un film, ce méchant-là, là, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup. Même dans un comics, je vois pas très bien. Là, parce qu'en fait, ce que j'avais compris en début de livre, j'ai compris plus tard, OK, non, j'avais carrément mal compris la description de ce personnage-là. Je veux pas trop spoiler, là, mais c'est ça, c'est ça, c'est particulier, ouais. Ouais. Fait que sinon, c'est ça. Fait qu'il y a des concepts intéressants, une fin satisfaisante pour moi, mais un gros ventre mou là, je dirais, quasiment 80% du roman. Puis je disais, j'étais peut-être pas avec le bon format, mais j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions non plus, parce que je manque de temps ces temps-ci, ce qui fait qu'en plus, mon écoute a été étalée sur plusieurs semaines, au moins 3 semaines, je crois, peut-être même un mois. Ah oui. Fait que dans un roman comme celui-là, c'est vraiment pas l'idéal. Puis tu mentionnais tantôt, Jean, la comparaison avec la trilogie de l'ascendance Chiss de Tron. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire par lourdeur, ou en tout cas, là aussi, le format papier est beaucoup mieux que le format audio. Puis encore plus, j'avais pas fait les liens non plus, mais c'est vrai, on est dans du autre chose que Star Wars. Sur beaucoup d'aspects, là, on n'est pas dans du Star Wars. C'était la même chose dans cette fameuse trilogie-là, que je suis en train de relire, là, justement, je suis en train de lire le 2e. Mais voilà. Fait qu'écoute, c'est moins... je pense qu'on va moins peut-être débattre, ou c'est moins un clash là, que qui était annoncé en début. C'est l'appréciation, je pense, qui va être différente. C'est ça. Tu demandais avant de partir en partie spoilers, la note que vous donneriez? Un 16. Un bon 16? Oui, pas mal. Moi, j'ai mis un petit 12, mais donc il a quand même la moyenne, tu vois. C'est encore une fois, le cadre est sympa. Je pense que si on est fan du personnage, ils vont se retrouver dans ce bouquin-là quand même, parce que c'est vraiment axé sur le personnage, donc c'est pas mal. Je n'ai pas mentionné, mais moi je suis fan du personnage. Ok. Moi, c'est pas du tout un connard, c'est... mais différents points de vue sur le personnage, donc c'est intéressant. Ouais. Mais par contre, il dit pas un seul mode je le dis pas en ligne. Non. C'est dommage, tu vois. Ou juste une petite allusion, tu vois, ça aurait été simple. Ouais, en fait, je trouve une façon, un autre mot qui ressemble ou quelque chose comme ça. Bon. Et je suis curieux par Shatterpoint, par contre, c'est le livre Legends sur Mace Windu, qui est aussi assez reconnu. Alors, c'est pas du tout le même auteur, mais je sais plus qui c'est qui l'a écrit déjà. Shatterpoint, et du coup, ça me donne envie de le lire. Donc, on me dit que c'est bien meilleur. Mais écoute, moi, je l'ai jamais lu. Voilà. Moi, je vais être sur la même note que toi, genre un petit 12 sur 20, que c'est quand même bas dans mon classement de romans, là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas catastrophique, là, comme on en a eu d'autres. Écoute, avec Juliane, on avait critiqué, par exemple, Crimson's Climb. On avait donné 11. C'était une grosse déception. Fait que c'est ça. J'ai du mal, là, parce que je regarde par rapport à d'autres notes que j'ai données, puis je trouve qu'y donner plus, ça serait... Ça serait un peu trahir les autres. Comparé au J.J. Miller, au dernier, là, justement, parce que c'était un peu les deux retours. Ouais, j'avais mis 13 sur 20 à Living Force. Et Julian aussi. Qui incluait en bonne partie Mace Windu aussi. Ouais, c'est vrai.
Ben, excellent, on va passer à la partie spoilers, on pourra aborder un peu sans se priver. On va mettre un petit avertissement histoire que tout soit clair. Et, ben écoute, Jean, comme tu disais, on va voir là, si tu arrives à nous résumer ça en moins de 11h38. Mais c'est ça, côté intrigue, tout ça, je pense que ça va assez vite. Là. Fait que ce qui prend bien de l'espace dans ce livre-là, c'est les descriptions. Donc, puis bon, vous aurez compris, c'est ça, là, on va spoiler l'intégralité de l'histoire. En tout cas, sans refaire une émission d'11h. Mais donc voilà, si vraiment vous êtes allergique aux spoils, si vous pensez le lire, je sais pas, la semaine prochaine, ben peut-être mettre sur pause puis revenir. À l'inverse, si vous attendez la traduction française, ben il y a peu de chances que vous vous souveniez vraiment de ce qu'on va vous révéler quand vous allez être rendu à lire la version française. Donc, Jean, il se passe quoi dans ce moment-là? Donc déjà, le livre nous est introduit comme un conte, comme une histoire qu'un certain personnage, un certain webkeeper va raconter à un groupe d'enfants. Et on commence directement sur Métagos, donc une planète de la bordure extérieure qui a subi il y a des années de violentes éruptions solaires, la transformant en planète de verre très cristalline, du moins dans ses conduits, dans ses souterrains, on va dire. C'est désert à la surface et c'est cristallin dans les souterrains. Les habitants se sont donc réfugiés dans les cavernes souterraines de la planète, totalement cristallisées donc, et notamment autour d'une capitale bâtie dans une géode géante du nom de New Xaxis. Et ce système de caverne où se trouve New Xaxis est aussi connu sous le nom de Glace Abyss, donc l'abysse de verre. Donc après l'intro de la planète, on nous introduit un étranger visitant la cantina locale pour obtenir des renseignements. Et on apprend vite que c'est bien Mace Windu qui apprend notamment qu'un certain Jedi Killer fait rage sur Métagos du nom de Chulok. Et là, bam, direct flashback. Nous sommes à la toute fin de l'épisode 1. Qui-Gon Jinn est mort, donc tué des mains d'un Sith. Mace Windu assiste aux funérailles sur Naboo. Il rencontre au temple Jedi sur Coruscant Obi-Wan et Kit Fisto qui lui apportent un paquet lui étant destiné de feu Qui-Gon. Il va découvrir un holo de son ancien ami, donc, qui lui parle de la planète Métagos, de sa situation politique. Donc, sur Métagos, on a deux figures qui se séparent la planète. On a Chulok, donc le grand vilain, on l'a mentionné précédemment, un gangster devenu warlord, et Sybil, aussi appelée la Worm Queen, donc la reine des vers, reine de Métagos, mais aussi leader despote sur la planète. Apparemment, Qui-Gon était en mission sur Métagos avant sa mort pour aider un clan de fermiers, les Sad, qui se trouve au milieu du conflit. Et Qui-Gon demande donc à Mace de s'y rendre et de terminer la mission que lui n'a pas pu terminer. Qui-Gon indique aussi qu'une deuxième partie de message ne doit être lue que quand la mission sera accomplie et la planète sauvée. Voilà. Ensuite, donc le contexte est posé. On retrouve Mace sur Métagos. Il explore les environs, se bat contre la faune locale, visite la capitale New Xaxis. On apprend que la cité a plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a une dizaine de niveaux. Mais c'est des niveaux énormes. On a carrément des villages qui sont bâtis sur certains niveaux. Tu as des forêts, tu as des cascades, tu as des lacs. C'est assez particulier comme structure. Au niveau 7, on a le village de Hylia. Donc Mace rencontre le contact de Qui-Gon qui s'appelle Kinshan, qui n'est autre que la chef du village, ainsi que Woolif, qui est lui le docteur du village. Là, Kinshan va faire un max d'exposition à Mace et donc à nous, lecteurs, concernant le système économique, géopolitique, la structure de la population sur Métagos, tout ça. Pas mal de descriptions là. Très très insectoïde, donc dans le principe d'ailleurs. Avec par exemple la reine Sybil, qui a à peu près 100 enfants et elle pond un œuf tous les jours, je crois que c'est ça. Enfants qu'elle va utiliser à des fins criminelles d'ailleurs. Et au final, donc Kinshan aimerait bien que Mace bute à la fois, tue à la fois le méchant Chulok, mais aussi Sybil en fait, tant qu'à faire, pour être enfin tranquille sur Métagos. Mace va aussi rencontrer dans la cantina du propriétaire local Vin 3 droïdes du même modèle qui s'appellent Maya 8, Maya 14, mais surtout Maya 12, qui sont toutes danseuses dans la cantina. Sauf que Maya 12, elle a aussi un programme de bodyguard et même d'enquêtrice d'investigation, là, presque. Elle va devenir un allié important de Mace par la suite. Mace qui va devoir cacher le fait qu'il est un Jedi sur la planète. Il va aussi se friter vite fait contre les hommes de main de Chulok. Et comme il s'en sort vainqueur sans vraiment utiliser ses pouvoirs Jedi ni son sabre laser, ça intéresse beaucoup Chulok. Donc voilà, il va rencontrer Chulok, le Warlord. Chulok, alors, on peut en parler là maintenant si vous voulez, qui est très particulier. C'est en fait deux êtres, Chu et Lok, et c'est deux espèces aliens distinctes.
Donc on a Locke qui est un rhodien, donc l'espèce connue comme un grido-like, quoi, comme un grido. Et par contre, Chew, c'est un Farakai. Et ça, Farakai, c'est une espèce inédite, apparemment extrêmement forte, extrêmement brutale et massive. Et donc les deux ont un lien tellement puissant qu'ils agissent comme s'ils avaient une conscience commune, en fait. Donc c'est un concept qui fait très science-fiction. On imagine que c'est peut-être la race des Farakai qui fait fusionner comme ça deux êtres et qui fusionne les consciences entre elles. Donc voilà. Ben écoute, moi, je me suis figuré ça un peu comme les Dupont et Dupont dans Tintin. Tu sais, toujours ensemble à parler. Parce que dans le fond, ils parlent en plus ensemble, hein, à l'audio pour Info, Juliane. On a comme un écho là, tout le temps là, dans la voix. Là. Ben, dans le livre, ils le disent aussi. Les voix sont synchro. Puis, ouais. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me figurer. OK, il y a deux personnages là, présents et ils sont-tu un et à l'autre bout de la pièce de l'autre? En tout cas, j'avais vraiment beaucoup de mal avec le concept. Surtout qu'ils ne sont pas fusionnés, ils ne sont pas fondus l'un dans l'autre, en fait. Non, c'est ça, c'est ça. Au début, c'est ce que je croyais. Au début, je me disais, OK, c'est quelqu'un qui a comme deux esprits dans un corps, mais non, c'est pas ça. C'est un esprit dans deux corps. Surtout qu'à l'audio, c'était confus parce que à chaque fois qu'il mentionne Sherlock, il se mentionne comme Zay, donc pronom il. Et moi, je pensais qu'il était tu sais, comme ça se fait beaucoup maintenant, Star Wars, je pensais qu'il était non-binaire. Tu vois, je dis, et en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est qu'ils sont vraiment deux. Donc, c'était un peu confusant. Quand même. Ah, là, il est venu encore. Il va falloir encore inventer des pronoms, quand même. Bref, donc Tulok qui réside, lui, dans le palais flottant de New Axis. C'est une structure qui tient en suspension grâce à de la soie locale. Alors voilà, la soie ilienne, comme ils disent, la soie ilienne, c'est une soie qui est cultivée dans les fermes du village de Ilia, justement, donc Kinshan en est la chef, on le rappelle, et c'est des vers de soie donc, qui utilisent de la soie là, et c'est une soie qui a des propriétés très particulières et donc là qui peut supporter le poids d'un énorme palais entier, ça a l'air magnifique quoi. Et donc c'est la soie aussi qui est la ressource première de Métagos et qui est source de convoitise par les deux criminels, donc Sherlock et Sybil quoi. Et j'ai noté là qui contrôle la soie contrôle Métagos. Voilà pour le petit clin d'œil à Dune. C'est ça. Mace rencontre aussi Nala. Alors Nala, c'est un peu le bras armé de Tulok. Et Tulok va embaucher Mace, voyant en lui un grand potentiel pour sa conquête de la planète. Parce que oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Tulok, il veut conquérir la planète, il veut buter Sybil et vraiment régner sur la planète. Même au-delà. Hein, ses ambitions sont sans limite. Oui, complètement. Mace va donc faire quelques tâches pour Tulok, et notamment un heist, un vol de cargaison d'un train, je crois. Kinshan aussi annonce à Mace que des vers de soie ont été volés. Elle lui demande de mener l'enquête pour les retrouver. Et Maya 12, la droïde, va l'aider dans cette tâche. Mace, qui va souffrir d'insomnie tout le long du passage sur Métagos, de son voyage sur Métagos, il va avoir de nombreux cauchemars, notamment sur son passé, sur ses parents, son arrivée au Temple Jedi à tout juste 1 an. Et Kinshan va d'ailleurs l'aider à redécouvrir qui il est vraiment, et notamment grâce à la capacité des locaux. Alors tu l'as mentionné en français dans le résumé non spoiler, en anglais c'est du dream waving, un équivalent à une espèce de méditation. Ça ressemble à des voyages astrales un peu aussi. Là. On n'est pas loin de là. Ben, effectivement, à un moment donné, je me demandais même s'il n'était pas en train de se faire arnaquer là, par une voyante là, bohémienne. Là, mais moi, j'ai plus assimilé ça à les fameuses séances d'hypnose là, qui font que les psys utilisent. Que ça aussi, je me suis toujours demandé s'il n'y a pas de l'arnaque de bohémienne dans ces procédés-là. Mais bref, c'est un autre débat là, sur la science de la psychologie. Mais écoute, j'ai pas osé l'aborder en partie non-spoilers, l'histoire des parents, mais il faut avouer que ça, c'est quelque chose... il y avait un petit côté intéressant de voir, OK, puis bon, c'est ça qui a donné le personnage adulte, la personnalité de Mace Windu adulte. Plus tard, Yoda va discuter de ça avec lui, là, mais c'était pas inintéressant. Il y avait un côté, parce que dans le fond, jusqu'à là, il était plus dans un sentiment qui avait été abandonné, ou que ses parents l'avaient donné à l'ordre Jedi, là, comme c'est le cas pour beaucoup. C'est drôle parce que, comme être humain, terrien, c'est. Puis dans nos systèmes en tout cas au moins occidentaux de famille, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a toujours trouvé très bizarre là, dans Star Wars, que les gentils enlèvent des enfants, ou les enlèvent pas, là, mais comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ou est-ce que là, justement, Mace Windu montre que même chez les Jedi,
il y en a qui ont des gros malaises avec ça, là, dans le sens que c'est ça, ils ont du ressentiment puis tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'aborder quand même ce thème-là, là, cette petite partie-là. Mais il faut dire que c'est pas juste à un moment, hein, c'est plusieurs séances là, d'ésotérisme, pour reprendre un peu ce que Juliane disait. Oui, un beau voyage astral, on se détache du corps. Ouais. Moi, je voyais l'encens fumer. Oui. Peut-être d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait prendre? En tout cas. Ben, encore comme dans Dune, quoi. Moi, je voyais le passage où, justement, Paul et sa mère prennent un espèce de bleu là, qui les font planer aussi, quoi. Puis Dune a été écrit dans les années 70, donc LSD, tout ça. Enfin, voilà, c'était un peu le même trip, j'ai l'impression. Donc, voilà. Donc la force est présente, très présente même sur Métagos, et elle est nommée différemment, les habitants la nomment Web, donc la toile. Ouais. D'ailleurs, Mace suspecte rapidement que Chulok est force sensitive, et je crois qu'il est force sensitive du coup, Chulok. Je pense que ça a comme été confirmé, là, ouais. Possible ou légèrement, voilà, un truc comme ça. Ben, pas comme un Jedi, mais c'est quoi donc, il lit un peu dans les pensées, ou en tout cas, il anticipe un petit peu l'avenir. Oui, voilà. Mais tu sais, il y a même un moment. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu sais, ça, c'est redondant. On a souvent eu, surtout dans le canon, des aventures, justement, ils vont sur une planète et le monde connaisse la force, mais ils appellent ça autrement. Tu sais, je veux dire, on a ça dans énormément de. Ne serait-ce que les Chiss de Timothy Zahn, ou bref. Il y avait Luke Skywalker, c'était quoi? Donc, il y avait une planète là, qui volait sur des oiseaux. Là. Bref, il appelait ça. Des fois, c'est des vagues, des fois, c'est bon. Fait que là, c'est la toile, le web, mais à un moment donné, Mace, il conclut que c'est pas vraiment la force, ou en tout cas que ça donne des habiletés que la force pourra jamais donner, ou en tout cas. C'est pas clairement défini, je trouve, à la fin du roman, là, si c'est la force, puis ça s'arrête là, ou si c'est quelque chose de complètement, ou en tout cas de complémentaire, peut-être, là, ouais. J'ai vu ça un peu, moi ça me faisait penser un peu les épisodes de Clone Wars quand ils vont dans le noyau, sur les planètes du noyau, là, Yoda, il fait un petit voyage, puis là, il rencontre des acteurs de théâtre quasiment, là, ou en tout cas qui ont des masques de visage, là, style vieux théâtre médiéval. Mais c'est ça, on est dans ceux qui aiment ces aspects-là de Star Wars, de la force, puis tout ça, là, moi, je trouve qu'ils sont servis. Côté mystique, là, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas ce que je recherche en Star Wars, fait que, bon. Mais, je sais qu'il y en a que c'est ça, parce qu'on n'est pas vraiment dans le côté obscur, côté lumineux. Là, on est dans autre chose. Le côté mystique, comme tu dis, Juliane, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Tout le côté mystique des Jedi et des autres peuples et tout ça. C'est vraiment ça. Là, je vais te mettre ce qui me plaît le plus. C'est pas ce qui t'attire le plus, Francis. Ce qui m'attire le plus, c'est ça. Donc Mace va de plus en plus se rapprocher de Kim-Chan, d'ailleurs. Et donc une idylle va naître entre eux. Et là, j'ai mis entre parenthèses, meilleur passage du livre. Est-on surpris? Voilà. Donc, la romance entre eux, génial. Elle va aussi le former, entre guillemets, un peu à la manière des Jedi, mais en mode plus local, évidemment. Avec, pareil, des cristaux à ramener, une espèce de connexion. Ouais, c'est vraiment similaire. Une connexion à la web, du coup, à la toile, qui va le faire. Elle va le faire. Dreamweaver, là. Et il y a même une cérémonie, au final, qui va se passer, qui va le faire devenir membre honoraire des SAD. Hein. Là, ça me fait penser encore une fois, à Paul dans Dune, ou même comment il s'appelle l'archéologue, le planétologiste, Liet Kynes, voilà. Liet Kynes qui vient pareil, et qui est un étranger, qui va se lier d'amitié aux locaux, qui va avoir une romance et des enfants avec une locale, et qui va s'imprimer de leur culture et tout. C'était vraiment similaire, quoi. Voilà. Donc plus tard, en défendant des prisonniers, Mace va sortir son lightsaber par accident, mais il va le sortir quand même, quoi, par réflexe, on va dire, révélant à Kim-Chan et à d'autres témoins qu'il est bien un Jedi. Chulok va déjà organiser un meeting avec d'autres warlords, mais extérieurs à la planète, pour organiser un coup, pour s'emparer enfin de la planète Métagos. Chulok, qui a eu vent de la rumeur sur Mace, qui est peut-être un Jedi, donc il va le tester aussi. Donc il va l'envoyer en mission. On rappelle, Mace travaille à ce moment-là undercover pour Chulok. Donc Chulok va envoyer Mace en mission et va le faire attaquer par ses hommes à lui. Mais donc Mace va en réchapper, mais sera salement amoché après cette petite bataille, en vaisseau d'ailleurs, vaisseau mais souterrain. C'est assez original ça aussi. Et c'est Maya 12 qui va le soigner. Je passe très très vite sur pas mal de petites péripéties là, pour arriver au moment où Nala, donc le bras droit de Chulok, va capturer Maya 12. Mace va infiltrer le palais flottant pour aller la sauver, mais voilà, il va se faire capturer.
Mace révèle à ce moment-là, au grand jour, qu'il est bien un Jedi, donc la grosse baston. Mace va perdre la baston. Il est fait prisonnier par Nala et Chulok. Et voilà. Et là, à ce moment-là, Chulok déclare enfin la guerre à Sybil. Et là, jusqu'à la fin du bouquin, c'est la grosse baston, la grosse guerre ouverte, le coup d'État, quoi, de la planète. Et j'ai l'impression que tu disais que c'était juste la 80%, il se passe. Moi, j'ai plus l'impression que c'est bien 60% du bouquin où c'est l'intro et 40% à la fin, Ouais, c'est la bataille. 60-40, ça a du sens. Ouais, mais c'est vraiment à la toute fin que la bataille s'accélère. J'ai trouvé que. Ah, oui, okay. Parce que tu as raison, c'est assez rapide que Mace Windu est démasqué et que ça vire en guerre civile. Mais les débuts, j'ai trouvé. Parce qu'on est encore dans un Mace. Qui fait les fameux rêves, là, puis qui se soigne aussi, là, vu qu'il est bien magané, comme tu disais. Donc, c'est ça. C'est vraiment vers la fin, quand ça devient une guerre, je vais spoiler ce que tu allais dire, mais quand ça devient une guerre à 3 clans, carrément, c'est pour ça que je vous disais, là, la Syrie actuellement, où est-ce que tu as même plus que 3 clans. Mais c'est ça, quand c'est pas puis que là, il y a des alliances qui se forment, mais bref. C'est vraiment à la fin que ça s'accélère là, avec des chapitres de, je ne sais pas en nombre de pages, là, mais à l'audio, c'était très, très rapide. Là. Oh oui, c'est des chapitres de 3 pages des fois. C'est vrai que sont des chapitres. Oui, c'est rapide. Là, ouais. C'est vrai. Et donc les forces de Chulok vont attaquer le palais de Sybil. Les deux warlords, donc Sybil et Chulok, vont se faire face. Première conversation entre eux depuis des années d'ailleurs. Et au final, Chulok va buter froidement Sybil. Voilà. Le docteur Woolif, petit personnage qui est souvent là, mais là ça fait 2 fois que je nomme, mais il est souvent là, donc petit Woolif, qui vient de délivrer Mace en prison. Mace extrêmement diminué entre ses blessures, son manque de sommeil, il y a aussi de la fièvre à ce moment-là, donc ça va pas du tout Mace à ce moment-là. Il l'amène donc chez Kinchan, qui le retape et le remet sur pied, et c'est là, j'ai noté qu'on a le premier baiser entre Kinchan et Mace, ah là là, c'est trop bien, et on a Across the Stars en fond dans l'audiobook. Ouais. Mace va se joindre à la bataille, oui, parce qu'entre-temps, il y a la bataille qui fait rage, toujours là, donc Mace se fait soigner pendant que la bataille qui dure des jours et des jours, hein. C'est une grosse baston. Ouais, c'est ça, c'est la guerre, mais lui, il est sur son lit d'hôpital. C'est ça. Mace va se joindre à la bataille une fois retapé. Avec les 3 Mayas, d'ailleurs, les 3 droïdes, ils vont recruter des locaux pour défendre leur planète face aux tyrans. Et Vin, le barman, notamment, va les rejoindre. Il va même être blessé pendant la bataille. Le palais suspendu va même s'écraser pendant la bataille. Il va tuer des centaines de gens, écraser des centaines de gens. Et quand les alliés de Chulok, donc les alliés extérieurs à la planète, savent qu'un Jedi est parmi les lignes ennemies, mais ils quittent un petit peu la bataille, quoi. Donc Chulok va se retrouver un peu tout seul. Il va donc faire une trousse, une trêve avec le Sybil. Alors, le Sibling, c'est pareil, c'est un concept du bouquin. C'est un des enfants de feu Sybil. Donc Sybil a plein d'enfants, une centaine d'enfants, on l'a dit, vu que c'est une espèce d'insecte qui pond des œufs. Et donc, dès qu'elle est morte, en fait, son premier fils va se métamorphoser en reine, et un petit peu comme les abeilles, quoi. Les fourmis. Ouais, c'est ça. Et donc va devenir la nouvelle reine. Donc Chulok va faire alliance avec, va avoir des pourparlers avec ce premier enfant de cette nouvelle reine, quoi. Ils vont séparer la ville en 2 de New Xaxis, là, avec un no man's land un peu au milieu, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mace et ses alliés vont aller libérer ce que renferme le niveau 10, parce que le niveau 10 c'est un niveau un peu interdit. Donc le tout dernier niveau de Métagos, là. Ce sont en fait d'énormes créatures tentaculaires. Alors ils ont appelé ça les Depth Dwellers. Donc littéralement, c'est les habitants des profondeurs. Franchement, entre les Nameless, les Depth Dwellers, franchement, ils sont en cours d'imagination, j'ai l'impression, chez Disney. C'est vraiment des noms un peu pourris, quoi. Donc voilà, c'est un peu les vers des sables, je disais, de Glace Abyss, quoi. Et parce qu'en fait, et plus, c'est des champignons. C'est ça, ouais. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Fungus, c'est champignons. Du fungus, là. Okay. Ils disent que c'est même, comment dire, ils ont même pris des apparences plus animales parce qu'ils ont envahi d'autres bestioles qui vivaient là, mais dans le fond, il n'y a plus rien d'animal là-dedans, c'est du champignon. D'accord, ok. Tu vois, okay. Mais peut-être mentionner que c'est ça, tout ça est retenu par une porte antique. Là, quand on dit antique, c'est que ça fait plus de 1000 ans. Et pour réussir à l'ouvrir, Mace va utiliser l'énergie du cristal de son sabre. Je me suis dit, watch out la rouille dans le mécanisme là, pour réussir. Pour moi, un mécanisme que ça fait 1000 ans qu'il n'a pas bougé, là, bonne chance. T'sais, rendu là, je me disais, utilise ton sabre, fais un trou. Oui, comme Polygon. Mais c'est ça. Donc, je te laisse continuer, mais c'est un peu l'arme de destruction massive là, que vont utiliser les rebelles.
Bon, c'est bientôt fini. Mais je parlais d'une parce que justement les SAD donc, vont se connecter via la force / la web pour communiquer avec ces dwellers justement et les faire se battre contre les forces de Chulok. C'est pour ça que je trouvais un parallèle avec les Fremen qui se lient au ver des sables pour combattre les Harkonnen. Bref. Mace va être confronté à Nala dans un vaisseau. Alors Nala qui pilote un vaisseau qui fonce sur Mace et si je dis pas de conneries, Mace avec son lightsaber va le trancher et va le faire se cracher. Donc Nala va mourir sur le coup. Et au final, les gentils gagnent. Voilà, la bataille, la guerre, machin. Chulok s'enfuit et tout est bien qui finit bien. Banquet final à la Astérix organisé. Là. On a même un tête-à-tête romantique entre Kinshan et Mace où ils vont devoir faire leurs adieux car relation impossible évidemment, tout ça. Tête-à-tête interrompu par le retour de Chulok tout à la fin qui va enfin se confronter à Mace en 1 contre 1 et malgré la très très grande force de Chulok, on le rappelle, Chulok avait mis en échec Qui-Gon quand même, il a failli buter Qui-Gon quand Qui-Gon avait sa mission sur Metagos. Donc on sait que Chulok est très très puissant quand même comme méchant. Mais malgré ça, Mace va faire perdre la coordination entre les deux êtres là que composent Chulok, Chu et Lok. Et donc il va réussir à tuer Lok. Et Chu va se laisser mourir, je crois, dans une tempête de sable qui fait rage au moment sur la surface de Metagos. Hein. Et voilà, donc ça finit. Donc, derniers adieux déchirants entre Kinshan et Mace. Ce dernier retourne au temple Jedi. En route, il ouvre le 2e message de Qui-Gon qui, en gros, le félicite post-mortem. Donc, voilà. Et Yoda qui l'accueille sur Coruscant, une fois que Mace arrive sur Coruscant. Voilà. Et les pilotes du livre, il finit comme il avait commencé, sur Metagos, par la fameuse personne qui raconte l'histoire de Mace Windu à des enfants. Et cette personne n'est autre que Kinshan, l'amour impossible de Mace. Et ça finit comme ça. Voilà. Merci Jean. Écoute, quand même, c'est ça, c'est quelque chose. C'est une histoire ou une intrigue qu'on aurait pu résumer très très brièvement là, sans faire les détours. Mais effectivement, ça nous a permis d'aborder les différentes péripéties. Là, moi déjà, l'aspect Mace Windu qui se fait, tu sais, comme tu dis, là, qui sort son sabre par réflexe, là, je veux dire, tu ne pouvais pas le laisser dans le vaisseau. Oui, je pensais aussi. La catégorie débile, tu sais, c'est comme le policier agent double qui aurait son insigne sur lui. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas laissé chez Kinshan? Bon. Ouais. Sinon, écoute, j'ai mentionné l'aspect des parents de Mace, là, mais c'est ça que jusqu'à la fin, je me demandais, OK, c'est-tu vraiment réel? Il va-tu avoir comme un retournement ou quoi? Mais bon, tu as mentionné comme tu dis, Nala, moi, là, il y a quand même 10-12 Nala avec des numéros, là. Fait que c'est ça, à l'audio, là, je trouvais que c'était, OK, c'est-tu Nala 8 ou Nala 10? Maya, tu parles, Maya? Oui, Maya, parce que Nala, c'est... Maya, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, pardon, pas Nala. Mais ouais, c'est ça. Fait que des personnages comme ça que je me disais, OK, attends un peu, là. Celui-là, c'est lequel, là? C'est quelle race? Ouais. En gros, il y a que j'ai eu du mal à suivre un peu par moment. Il y a vraiment que la 12 qui a un rôle prépondérant. Le reste, c'est vraiment des figurantes, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous avez compris, là, il y a un pan de l'intrigue, j'ai pas du tout résumé ce pan-là, parce que je crois ne pas avoir compris, en fait, ce qui se passe. Le vol, il y a un moment où on parle de vol d'œufs de soie, là, et c'est Maya. Alors, il y a toute une intrigue, voilà, on envoie Mace enquêter avec Maya, et au final, c'est Maya la coupable. Elle se rend compte que c'est elle parce qu'il y a enquête, puis elle se rend compte de tous les indices, puis elle fait, c'est sûr, c'est moi. À cause de sa double-triple fonction avec sa chip, là. Ah, c'est ça, il y a une promesse. C'est ça. C'est elle qui dit, c'est moi qui l'ai fait. Tous les indices pointent vers moi. Je travaillais pour lui, là, tu sais. C'est comme... C'est ça. Elle s'est vendue, là. Je me rappelle, le coup de la chip. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnalité, mais plusieurs fonctions, comme tu dis, ouais. C'est ça. Comme tu dis, là, moi j'ai plus vu ça comme un peu comme C3PO qui est une mémoire effacée. Bon, c'est ça, exactement. Mais sinon, il y a le concept de la comment faut dire, plus un palais, pas une forteresse, le palais là, suspendu, dans la catégorie ingénierie, oui, bonne idée, de suspendre. On s'attend qu'il va crasher, tu sais. Tu t'attendais? Ben là. Tu sais, en tout cas, mais ça fait des événements intéressants. Le médecin à la fin, que c'est ça, Mace Windu essaye de le forcer à tuer. Ou en tout cas, fait que là, le médecin, bon, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il mentionne pas le serment d'Hippocrate, mais. Pas loin. Pas loin, c'est comme le code, je sais plus quoi, là, le code quelque chose. Oui, c'est vrai, ils en parlent de ça. Sinon, avez-vous remarqué qu'il y a plusieurs références à la bête de Zillo, donc la Zillo Beast?
la fameuse créature de The Clone Wars qui était réapparue aussi dans un comics. Ah non, au moins 2-3. Ok, non, j'ai pas Ce qui est souvenir. très là. bizarre, c'est que moi, dans ma mémoire, parce que Mace Windu était présent quand il découvre la bête de Zillo là, dans la série de Clone Wars, avec, je pense que c'est sûrement Malaster, avec Anakin. Puis dans ma tête, il savait pas à quoi il avait affaire. Tu comprends? Alors que là, dans le livre, c'est Mace Windu qui parle plusieurs fois de la bête de Zillo. Mais tout ça se passe, comme 10 ans au moins, là, avant les événements de Clone Wars. Je suis allé vérifier, puis la bête de Zillo était un concept connu, mais là, en tout cas, connu au point que Mace Windu, lui, savait c'est quoi, en tout cas. Cohérence. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, c'est l'armure de comment il s'appelle, monsieur double corps, là. Shulock. Le non-binaire, ou je sais pas, le vrai binaire, je sais pas comment il faut le dire, mais bref, lui, il a une espèce d'armure c'est ça, là, en carapace de la bête de Zillo. C'est pas drôle. D'accord, ok. Ce qui est drôle, c'est que justement, l'intrigue dans The Clone Wars, c'est que Palpatine capture la bestiole pour éventuellement faire des armures au clone. Mais en tout cas, fait que j'ai trouvé ça un peu bizarre là, d'avoir des références comme ça côté chronologique qui ne fitait pas. Mais bon, c'est peut-être, moi, c'est ça qui a mal interprété un peu. Là. Faudrait que je réécoute. The Clone Wars. Mais c'est ça, c'est en bombardant l'armée séparatiste que là, il déclenche la bête, elle sort du sol. Là. Bref. Sinon, mais j'ai quand même trouvé que la romance était bien amenée dans le sens oui, que c'est vrai. C'est vrai. Durée, elle sort pas de nulle part comme on critique des fois, là, Jean. Ben écoute, dans le récent, là, quand on parle des comics jeunesse là, de Daniel Roseholder, oui. Vraiment, là, mais tu sais que c'est ça, là, quand je disais ça sort de nulle part, puis ça apporte rien à l'histoire. Ah, surtout celui de Cavan Scott, là, le dernier adulte, là, on en a parlé en off. Ah oui, non, mais ça c'était le summum. C'est encore pire. Là. Ouais. Mais tandis que là, c'est bien amené, c'est graduel, ça se fait pas du jour, c'est pas un coup de foudre. Là, non, c'est très graduel, ouais. Il y a énormément de passages entre eux. Ben, comment dire, t'es pas surpris. Non. Ben, t'es surpris parce que là, c'est un Jedi et c'est Mace Windu, mais tu sais, en tant que mets ça dans un autre contexte, le soldat soigné par l'infirmière, je veux dire, c'est tout à fait naturel, là, bref. Mais c'est de voir à la fin Qui-Gon dans le fameux message qui dit matchmaker. T'as pas trouvé ça gros, ça, Julien? C'est comme ça. Ben, c'est le type d'humour de Qui-Gon, ça me surprend pas. C'est comme, tu sais, il me semble d'avoir pincé sans rire. Je t'arrive avec, oui, là, tu sais. J'ai trouvé ça gros. En gros, Qui-Gon, quand il a rencontré Kim-Chan, il s'est dit, alors elle, je la verrai bien avec Mace. Et voilà, ben, c'est ça. C'est son genre. Je vais tout organiser. C'est ça. Ouais, c'est un peu. Non, mais j'ai trouvé, parce que ça se termine comme ça, le message de Qui-Gon finit, puis Mace il dit comme au Dejarik, là, les échecs. 5 coups d'avance. Et on ne l'a pas mentionné depuis tantôt, mais tout le long du roman, il y a des références au Dejarik. C'est vrai. Fait que, c'est ça, j'ai trouvé que ça concluait bien. Parce que ça commençait aussi comme ça, de mémoire. Au début, il y avait une partie de Dejarik. Puis là, on apprend même des noms de pièces. Là. En tout cas, il y a un chancelier, apparemment, comme il y a un roi aux échecs. Apparemment, il y a un chancelier sur le plateau de Dejarik. Je ne savais pas. Là. Pour rappel, c'est l'espèce de jeu d'échecs dans le faucon, là, avec les bestioles qui est... En rond, là, oui. C'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Moi, ça m'a pas dérangé, là, mais effectivement, c'est le Qui-Gon, lui, il avait tout prévu ça. Là, mais ouais, moi, ça m'a un peu choqué vite fait, quoi. Ça m'a un peu surpris, comme sa relation de BFF avec Qui-Gon. Ils n'ont pas l'air d'être les meilleurs amis du monde dans les films, donc j'avais un peu de mal. Mais je trouve ça cool que ce roman développe ce pan-là, et j'espère avoir d'autres œuvres sur Mace qui développent, encore une fois, je sais pas, une mission en Mace Qui-Gon ensemble. On sait rien, quelque chose d'intéressant. Ouais, puis il y a une affaire aussi, c'est que là, peut-être que c'est moi qui me mélange, mais ma compréhension de la chronologie, je sais que certains s'en contrefoutent de ces aspects-là, mais là, c'est qu'on est avant The Living Force. Donc, le roman qu'on a chroniqué ensemble le printemps ou l'hiver dernier, qui se passerait l'année suivante de l'aventure que vient de vivre Mace Windu. Fait que j'ai cherché à comprendre, OK, il y a toutes des Living Force, Qui-Gon, il est dans Living Force. Il est vivant, Qui-Gon. C'est avant l'épisode 1, Living Force. Oui, Living Force, c'est avant l'épisode 1. Oui. Ah, OK. Obi-Wan et Padawan encore. Dans ma chronologie.
C'est Qui-Gon qui les convoque sur ce OK, dans ma tête, on était après. Ouais, vous avez raison. Mais bref, parce qu'on avait, tu sais, Mace Windu était très présent aussi là, c'est vrai. dans Living Force. Ah, les fans seront gâtés cette année entre ça et le comics. Ouais, c'est ça. Ben, ça. Après ça, on verra dans notre émission sur le comics, ça, Jean. Mais... Et d'ailleurs, alors je sais pas si ça a été une déception pour vous, mais moi, ça en a été une. À chaque fois, c'est une déception quand je dis ce genre de... Il y a trop peu de personnages principaux, gentils, entre guillemets, qui meurent, en fait. Là, c'est pas assez tragique, la fin. Ouais. Là, quasiment tous les gentils, entre guillemets, en réchappent. T'as les méchantes, t'as la méchante vert reine, Queen, machin, Sibylle. Bah, t'as Tulok, t'as Nala, c'est normal, c'est les méchants. Mais tu vois, les Mayas, il y en avait 3. Maya aurait été une bonne candidate pour se sacrifier. Là. Exactement. Une rédemption de Maya 12 à la fin, qui se sent coupable et tout, ça aurait été tellement puissant. Pareil, Vin Vin, donc c'est un rôle, même Woolif, c'est des rôles principaux relativement. Ils sont là pendant assez souvent dans ce bouquin. Et un des deux qui passe, ça aurait été beaucoup plus tragique, tu vois. Il aurait pu chambouler peut-être. Ou même, allez, Kinshan, quoi. Kinshan qui crève à la fin. Moi, j'aurais adoré, tu vois. Moi, c'est ce que je pensais. Je me disais, ça va être ça la conclusion pour que Mace abandonne cette romance-là, puis retourne sur Coruscant, mais bon. Et t'as vu, là, ils annulent leur relation, entre guillemets, enfin, ils se séparent en divorçant, ils prononcent le mot divorce. En mode, c'est vraiment un divorce, quoi. Ouais. Je trouve ça pareil. En fait, Mace répond, mais pour divorcer, il ne faut pas avoir été marié. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé lors du duel final, justement, quand Tulok promet à Mace de ne pas tuer Kinshan une fois que Mace sera mort, tu vois. Il y aura, une fois que tu crèves, t'inquiète pas, je tuerai pas ta femme, ta copine. Et en fait, il essaie de la tuer avant que Mace soit mort, en fait, quoi. Pendant la baston, il la target, et Mace lui dit, mais non, je t'avais dit que quand tu seras mort, je la laisserai en vie. Mais toujours lire les petits caractères. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Sinon, écoute, c'est ça. Moi, je mentionnerais, là, tu l'as dit, des méga grottes avec des vaisseaux qui volent dans les grottes. Tu dis. Fait que par moment, là, tu l'as dit, il y a même de la végétation, tout ça. Fait que là, je me dis, OK, on est un peu comme dans Voyage au centre de la Terre. Là, un peu comme dans l'épisode 1, là, avec les. Ils sont dans la mer, là, dans les grottes. Ça ressemble un peu à ça. Je voyais un équivalent. Là, Je voyais ça un peu dans Geonosis, l'épisode 2 aussi, peut-être des conduits comme ça. Ils sont dans des grottes sans arrêt. Un peuple insectoïde et tout. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a pour la première fois le name drop dans le canon Star Wars du nom de Maître Yoda. Du nom du maître de Maître Yoda, pardon. Oui, c'est vrai. Je me suis demandé si c'était une référence aux légendes ou quoi que ce soit, parce que moi, ça me dit absolument rien. Oui. Alors, du coup, le gars, il s'appelle Nkata del Gormo, c'est son nom. Et d'ailleurs, dans Legends, c'est le même personnage donc, qui était le maître de Yoda. Et c'est donc bien une recanonisation là, dans ce bouquin-là, donc c'est super cool. Et dans Legends, Nkata del Gormo, là, c'était un Issalérien. C'est une race reptilienne. Alors en fait, il avait 4 bras et un corps de serpent, tu vois, serpentin, très, très reptilien, quoi. Et dans Legends, la relation Yoda avec son maître, c'est un peu une légende, justement. C'est une légende, donc c'est pas vraiment factuel, quoi. Et là, dans le canon, ça reprend un peu le principe, mais c'est juste une rumeur. Donc, il parle d'une rumeur. Ça me dit que Yoda aime pas parler de son enfance ou de... Et de la même manière, il y a le maître vu qu'on explore le passé de Mace. Oui, c'est vrai aussi. On a la voix, ça n'a pas la présence, mais juste la voix dans des visions, je crois, dans des rêves du maître de Mace Windu, donc qui s'appelle Tirasa. Et qui, pareil, qui vient du Legends, qui a été recanon dans ce bouquin-là. Donc, ça, c'est super cool. 2 recanon de 2 maîtres, de 2 grands maîtres. C'est génial. Excellent. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres aspects que vous vouliez aborder? On parlait du surnom. Moi, je parlais du surnom qu'il avait donné dans le livre de Mace pendant son infiltration de Solver. Moi, je dis, ça... solutionnaire. Ça match. C'est intéressant. Avec le look habillé en noir, là, genre, ça fit vraiment avec le personnage. C'était vraiment cool. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Puis bon, ça tout le côté, le début, c'est ça, je disais, là, quand il s'infiltre, entre guillemets, il y a un petit côté facile dans le sens qu'il est vite. Puis moi, je me disais, OK, mais c'est un syndicat du crime tôt ou tard, va falloir que tu fasses tes preuves en tuant quelqu'un sans raison ou un truc de ce genre-là. Et c'est
c'est quand même long à arriver. Là. C'est quand même. Puis Mace Windu utilise des subterfuges là, ou des. Mais ça, je dirais qu'il y a un petit côté là, parce qu'on s'entend, c'est pas des criminels en col blanc. Là, non. Je trouvais, OK, comment aussi longtemps, parce que il me semble il y a une bonne durée. Je me souviens plus si on parle de semaines ou de. Mais il est là pendant un certain temps, il me semble, undercover. Là, fait que c'est ça. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu. Au fil du temps, là, il va devoir poser des actes. Je veux dire, parce que quand tu affrontes d'autres criminels, puis OK, légitime défense, tout ça, tandis que là, ben, c'est une genre de mafia, fait que ça va attaquer des innocents. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais, hein, Chulok, il n'a pas que pour ambition de conquérir la planète, il veut aussi s'étendre et conquérir. Enfin, il veut rentrer en guerre contre l'Empire Hutt, je crois. À ce moment-là. Puis il voulait utiliser... il veut un peu les arnaquer, hein, c'est ça. Il veut faire une entente pour les reprendre par en arrière. Puis, il veut commencer par la planète et puis s'étendre et puis avoir un empire comme l'Empire. Un ambitieux. Puis peut-être la dernière chose, on parlait de Chulok qui est 2 personnes, puis il dit pourquoi pas en rajouter une 3e? Oui! Ce serait un bon match. Tu sais, me complète. Tu sais... c'est devant la réaction. Quel honneur, mais non, je vais laisser passer. Voilà, c'est ça. Il voulait intégrer aussi Mace. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Non, j'avais mal compris, mais ouais, effectivement, c'est ça. Il voulait intégrer un troisième gars. Quoi. Ça aussi, vu les compétences excellentes de Mace Windu. Mais sinon, le côté, ça se finit que dans le fond, ils se battent au travers des radiations. Là. Fait que, Mace, il y a un petit côté, vers la fin, nous, évidemment, on sait qu'il va survivre, mais dans le fond, si ça avait été un autre personnage, c'était pas aussi clair que ça, là, parce qu'ils se battent à la surface avec toutes les radiations. Puis dans le fond, c'est ça, là, c'est ça qui va pousser, en tout cas, ça va justifier aussi le fait que Mace retourne sur Coruscant pour être mieux soigné au temple Jedi là, que juste avec un petit côté médecine de grand-mère ou médecine chinoise là, du côté de Kinchan. Fait que ça l'envoie à la vraie hôpital moderne. Il pas comme genre ça va servir à la science aussi, là, c'est quelque chose qu'il voit pas souvent, puis ça va servir, là, quand il arrive, Yoda, il sent tout de suite à quel point il a été irradié. Ou... C'est pas exactement ces termes-là, hein, il me semble, mais. Mais, fait que, écoute, c'est ça, des différents concepts que j'ai trouvé quand même intéressants. Fait que, puis visiblement, le Bacta continue de faire des miracles, là. Fait que pour les incidents nucléaires, puis tout ça, là, très utile quand même. Sinon, d'autres détails que vous vouliez préciser? Des détails vraiment débiles, mais Kit Fisto donc, est présent en début de roman, on l'a dit, et il mentionne le sourire de Kit Fisto, et je trouve ça rigolo parce que fait évidemment référence à la scène de l'épisode 2. Et tu parlais du petit docteur, là, Woolif, qui est, alors, il est une race qui s'appelle les Ruriens, et encore une fois, Barnes, il doit kiffer les insectes, il doit avoir adoré jouer à Pokémon quand il était petit. Donc les Ruriens, c'est une race insectoïde pareil, c'est comme des chenilles aliens en fait, et qui se développent comme des chenilles terriennes, quoi, donc avec la larve, la chrysalide et puis la métamorphose en papillon. Et là c'est intéressant, j'ai trouvé ça comme principe. Donc c'est les Ruriens oublient d'une phase à l'autre leur passé, mais lui il s'est installé des espèces de trucs cybernétiques pour garder sa mémoire, parce qu'il avait étudié la médecine, vu que c'est un docteur, au stade larvaire, ou peut-être... Et ça, je trouve ça super intéressant comme concept, et je me suis dit, c'est un concept original, mais non, c'est une race qui était présente dans Dr. Aphra, vite fait, et dans le roman jeunesse de Star Wars Rebels aussi. Donc c'était repris ici, mais c'était pas inédit, quoi. Mais c'était intéressant comme personnage, ça, Woolif. Voilà. Excellent. Écoutez, c'est sûr, c'est quand même bonne critique au début. C'est ça, Julien te demandait si on n'allait pas complètement démolir le roman. Et non, t'as vu, on a bien aimé quand même. Quand même. Oui. Fait que c'est sûr, c'est quand même bonne critique qu'on va conclure l'épisode de Star Wars en direct de littérature. Comme toujours, on vous demande votre petit coup de main pour partager, aimer, puis faire croître la communauté.
Ça passe aussi par nous donner votre avis. Moi, je suis très curieux d'avoir votre avis parce que j'ai l'impression que c'est quand même un roman qui va cliver. Que les gens vont... Je pense pas qu'il y a des gens qui vont vraiment le détester, là, mais je pense qu'il y a bien du monde qui vont le trouver un peu long. Écoute, c'est pas ça qu'il y a dans du Star Wars. Là, pour mentionner Philippe de notre Discord, là, lui, apparemment, il n'avait pas super apprécié sa lecture. Il a lâché pendant un moment aussi, il a repris, et puis au final... il a fini, mais il n'a pas vraiment apprécié, quoi. Ah, puis j'ai oublié de la mentionner, mais il y a Danny, donc le leader suprême, qui nous avait donné sa note aussi. Donc lui, il donnait un 14, donc un 70%. J'ai plutôt aimé. Fait que c'est ça, on est tous un peu, c'est ça, pas un chef-d'œuvre, mais pas mauvais, etc. Il y a juste Juliane qui a vraiment, là, c'est son type de roman. Style policier suédois, donc. Ah ouais, allez. Et puis, mais tu vois, c'est ça, je conclurais sur cet aspect-là, c'est que justement, de la manière que ça commençait, je m'attendais peut-être à un petit peu plus côté roman noir, que finalement, à la fin, je peux pas dire que c'est ça que j'ai eu. Non, du tout, là. Non. Voilà. Donc, avant de conclure, Jean, est-ce que tu peux nous mentionner ce qui s'en vient comme prochaines émissions? Oui, écoute, de tête, j'imagine Skeleton Crew épisode 4. Exact. Et en littérature, là, niveau roman, on est bon. On a fini 2024, c'est le dernier roman de l'année. On aura peut-être l'audiodrama Breakers, comment ça s'appelle? Tempest Breakers. Peut-être plutôt en fonction de notre disponibilité, peut-être début de l'année prochaine, on verra. Et par contre, en comics, on a les reviews des comics Throne Alliances de prévu. Et peut-être Mace Windu aussi, peut-être le comics avant la fin de l'année, peut-être. Voilà. Ben oui, c'est pour bien accompagner l'émission sur le roman. Tu sais, vous avez écouté ça sur le comics, vous verrez lequel des deux on a plus apprécié. Voilà, comme quoi, celui-là n'a pas que la couverture de bon, il a aussi le contenu. Oui, exact. Donc voilà, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!